Votre bulletin Infotémis commence ici et maintenant. Cette semaine à Infotémis, nouveau service de répit-dépannage gardiennage en région, un sondage pour connaître la réalité de la population en matière de santé, les bornes de recharge pour voitures électriques se multiplient, portrait d'artiste avec Christian Leduc et Cléophose, finaliste pour le prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, mesdames et messieurs. L'Association des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue travaille actuellement sur la mise en place d'un tout nouveau service en région. En effet, l'organisme vise à créer du répit-dépannage gardiennage pour sa clientèle. Tous les détails avec Tania Rouillé, coordonnatrice de l'organisme, et Bérangère Grondin, chargée de projet. En fait, pour commencer, là, on a eu une demande des parents, là, comme quoi que le répit en région, puis on le voyait aussi facilement, là, que le répit en région est difficile. C'est dur de trouver des gardiens, gardiennes, c'est dur de faire garder notre enfant quand il y a des limitations. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire créer un volet parent pour aller chercher des informations sur c'est quoi vraiment le besoin de base. Et là, c'est là que Bérangère est arrivée. Je me suis un peu informée sur les besoins qu'il y avait et c'est ressorti qu'un répit dépannage, c'était urgent là, d'en avoir un ici en région. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de mettre ça en place présentement. Il y a aussi le CISAT avait fait un appel d'offres parce qu'eux, en fait, il y avait beaucoup, un grand besoin. Puis côté gestion, c'est vraiment un grand volet. Là. C'est pas juste dire j'appelle et je book quelqu'un. Tu as une certaine gestion à faire. Fait qu'eux avaient aussi besoin d'un coup de pouce. Fait qu'à la base, eux aussi nous ont approchés. Puis sinon, après ça, Bérangère le complété. Là. J'ai mis en place un sondage pour les parents, donc pour savoir non seulement s'ils avaient besoin du répit, mais également est-ce qu'il y avait d'autres besoins qui ressortaient par rapport à ça. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de se rencontrer? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir plus de suivi avec des intervenants? Est-ce qu'ils veulent plus de nouvelles de ce qui se passe à la PET, etc., etc. Donc ça a été pendant des semaines où je les ai appelés, je les ai contactés, je leur ai envoyé des courriels, etc. Donc là, on commence à avoir des retours. Donc, c'est vraiment cool par rapport à ça. Et on va mettre en place des activités qui vont correspondre à leurs besoins parce que c'est un organisme qu'on veut à l'image des parents en fait, de la région. Là, c'est l'association des parents. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre tout ça en place. Mais c'est ça, c'est qu'on a besoin des parents pour pouvoir évoluer donc vers quoi on veut. Là, donc, un organisme qui répond aux besoins. Quand on parle de répit, ça implique généralement un coucher. Donc, la période de gardiennage, en fait, s'étale sur 2 jours. Gardiennage, on parle vraiment en termes d'heures. Donc, justement, j'ai le goût de me gâter, d'aller au cinéma avec mon conjoint. Mais là, à ce moment-là, je préfère appel au service de gardiennage. Quand on parle de dépannage, c'est exemple que j'ai un rendez-vous chez le médecin, puis je reste plus longtemps. J'ai pas personne qui peut prendre le relais de garder. Mais là, c'est un besoin urgent qui est à combler rapidement. On parle dans ce moment-là de dépannage. Il faut savoir, donc nous, c'est la première année qu'on met ça en place. C'est la première fois, il me semble, qu'il y a ça au Témiscamingue. Donc, on est en train de s'essayer là. On s'essaye, on essaie de trouver des formules, etc., pour voir comment ça peut fonctionner. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter une vingtaine de familles. Donc, 20 familles qu'on va essayer de jumeler avec une quinzaine de partenaires familiaux. Donc, les partenaires familiaux, c'est le nom qu'on donne aux gardiens-gardiennes, en fait, pour ces personnes-là. Puis, donc, comme je dis, c'est un début. On va fournir une aide financière, on va aider à jumeler aussi les familles avec le partenaire familial. Puis, on va donner des formations à ces partenaires familiaux s'ils n'en ont pas une déjà dans le cadre de leur profession. La famille, il faut que ce soit quelqu'un qui soit ouvert, qui soit capable de faire confiance aussi, parce qu'on sait que c'est pas facile de faire confiance, mais en même temps, tu sais, qu'il y a confiance en l'organisme, il y a confiance envers les gardiens et gardiennes, c'est important. Facilité de communication, donc les familles qui vont utiliser le répit dépannage, gardiennage, doivent être capables de bien communiquer les informations de leur personne qu'elles gardent, leur personne handicapée qui habite à la maison, mais aussi nous communiquer adéquatement c'est quoi leurs besoins pour qu'on soit capable de le combler. Mais aussi, s'il arrive une situation, il faut qu'ils soient capables de nous le dire rapidement. On ne veut pas laisser ça traîner, on veut vraiment que ça soit sécuritaire autant pour les 2 parties. Donc, ils ont besoin de nous communiquer chaque détail là, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien.
Ça, pour le partenaire familial, c'est un peu la même chose, hein. On voudrait, des personnes qui soient ouvertes d'esprit, qui puissent travailler avec le handicap. Puis, c'est pour ça qu'on va fournir une formation pour ceux qui n'en ont pas encore, à ce niveau-là. Puis on veut des personnes aussi qui peuvent se débrouiller. On veut des personnes qui éventuellement puissent faire des activités avec, tu sais, que ce soit pas que du gardiennage là, mais qu'on peut aussi, faire, des activités avec ces personnes-là. Puis c'est ça, donc on veut aussi des gens qui nous disent, tu sais, qui n'hésitent pas à nous appeler, qui n'hésitent pas à parler avec nous, qui n'hésitent pas à communiquer, puis qui puissent s'entendre aussi très bien avec les familles. Donc on veut de la communication aussi. Mais éventuellement, on va avoir un site web. Fait que l'information va toute se retrouver là, là. Il n'est pas encore là, là, mais c'est coming soon, comme on peut dire. Mais dans le fond, il va y avoir cette option-là. Mais sinon, si on est rejoignable par téléphone au bureau 819-622-1126. Sinon, par Facebook, on a un profil Facebook que les gens peuvent nous contacter directement par là aussi. Puis après ça, de là, ben, on va leur faire remplir le questionnaire, là, autant partenaire que familial que pour les familles, pour savoir un petit peu c'est quoi leurs besoins. On passe une entrevue aussi pour le partenaire familial. On ne veut pas n'importe qui, on veut des gens qui sont motivés, intéressés, comme que Bérangère le disait tantôt. Fait que c'est sûr que nous, à la base, il faut rencontrer les personnes là, pour juger de leur bon vouloir. Des fois, les familles font appel, à un cousin, à une tante, un oncle et cetera pour surveiller la personne handicapée. Tu sais, des fois, c'est des personnes qui se font peut-être pas rémunérées ou qu'ils ont des sous, mais tu sais, c'est pas à la hauteur de ce qu'ils font en tant que surveillance là. Donc, tu sais, ces personnes-là, ça peut devenir des partenaires familiaux. Donc les partenaires familiaux peuvent, ne garder qu'une seule personne, donc peuvent s'occuper que d'une personne, en situation de handicap et donc bah, je trouve ça intéressant en fait, parce que ça peut se transformer, la personne peut avoir de l'argent, donc on peut aider et cetera, donc C'est vrai, c'est vraiment un bon point là, que tu amènes. Fait que c'est pas obligé d'être un inconnu ou tu sais, des fois, on peut déjà solliciter notre réseau pour. Des fois, on a peur d'épuiser nos familles, dire ah, je demande encore à ma tante Georgette, je me sens mal, je ne peux pas la payer. Des fois, on a peur d'épuiser notre réseau. Fait que soit qu'on ne demande pas de répit ou on fait juste brûler notre monde ou tu sais, on a un certain malaise. Fait que, tu sais, en sachant qu'on peut aider financièrement à ma tante Georgette, ben, justement, c'est plus intéressant à ce moment-là. Là. Le Comité citoyen pour des soins de santé durables au Témiscamingue dévoilait le 9 mars dernier un sondage visant à bien connaître la réalité vécue par la population en ce qui concerne les services de santé et de services sociaux au Témiscamingue. Une fois les résultats du sondage compilés, les membres du Comité citoyen pourront dresser un portrait réaliste de la situation et collaborer avec le CISAT à l'élaboration de pistes de solutions. Le principal problème qu'on a depuis le départ, c'est comment aller chercher notre information à la base de la population. Parce qu'on ne veut pas aller reporter notre impression. Ce qu'on veut, c'est vraiment rapporter ce qui est vécu par les gens. Alors, si on veut donner de l'information, il faut d'abord la posséder, l'information. Puis c'est ce qu'on cherche à faire depuis le début. On avait fait un site, puis on s'est aperçu que le site, on allait chercher des bribes d'informations, mais il fallait admettre que notre site était trop compliqué, il n'était pas convivial. Et on a fait notre prise de conscience par rapport à ça, puis on a cherché un moyen pour se rapprocher encore, aller vraiment joindre les gens tout partout où ils peuvent se situer sur notre territoire pour connaître qu'est-ce qu'ils vivent. L'essentiel des questions du sondage, c'est à savoir, est-ce qu'il y a des choses que les gens ont vécues qui sont satisfaits, puis d'autres qui demandent vraiment d'être améliorées. Je donne quelques exemples. Dans les questions, on va demander, est-ce que, par exemple, vous avez dû vous déplacer? Mettons, quelqu'un qui vit à la force, est-ce qu'il a dû se déplacer pour venir chercher des soins auquel il y avait avant ça, avant que le service soit coupé, est-ce qu'il était capable de recevoir les mêmes soins, la même qualité de soins? Et puis les gens qui ont à se déplacer à Rouen, comme pour aller accoucher ou à New Liskeard, est-ce que ça répond vraiment à leurs besoins? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ça? L'autre chose aussi qui est très importante, j'insisterai jamais assez, c'est qu'il faut sortir du
principe réducteur que des soins de santé, c'est avoir un médecin de famille. C'est beaucoup plus large que ça. Il faut se rappeler que les CLSC, là, ça n'a pas été fait pour les vaches dans le pré, ça, là. Ça a été fait pour la population. Hein, et c'est un paquet d'intervenants. On pourrait prendre une demi-heure pour nommer tous les types d'intervenants qui travaillent à l'intérieur de ça et qui travaillent au dépistage. Alors, si on regarde, par exemple, ce qui se passe au niveau scolaire actuellement, si on avait vraiment un système fort de dépistage au point de vue de nos CLSC qui se maintient puis qui est approprié à notre région, qui a la couleur de notre région, on pourrait éviter bien des problèmes à nos pauvres professeurs parce qu'on aurait eu du bon dépistage qui aurait été fait. Ça, c'est un exemple, OK? On voit que dans le système de santé actuellement, il y a du nivellement. Il faut que tout le monde ait la même affaire de la même façon. Bien, je m'excuse. Mais la population là, qui vit dans le quartier Notre-Dame à Montréal n'a pas besoin d'être desservie comme la population du Témiscamingue sur un territoire de 19 000 km². L'ensemble des questions du questionnaire, c'est vraiment pour essayer de voir toutes les choses, toutes les pistes qu'on pourrait envisager pour améliorer vraiment sur notre territoire, là, avec notre réalité, comment on pourrait améliorer les choses, mais aussi aller chercher qu'est-ce qui va bien. Puis, tu sais, quand les gens sont concernés, bien, ils voient la problématique, mais ils voient aussi des solutions. Ils voient vraiment comment nous autres, on proposerait telle chose, mais actuellement, ils proposent peut-être des choses, mais ils ne sont pas entendus. Il y a plusieurs façons de répondre au sondage, justement. Sur la plateforme Facebook, de la page Facebook là, de Comité citoyen pour des soins de santé durables au Témiscamingue. C'est long, mais ça vaut la peine. On l'écrit une fois, après ça, on est amis. On peut le faire facilement par après. Donc, sur notre site Facebook, il va y avoir justement sous la forme de Google Form, le sondage qui peut être répondu. Donc, ça va être facile de le répondre. Puis on le répond, puis on le soumet tout de suite. Donc, on n'a pas à remplir du papier, rien comme ça. Là aussi, si jamais les gens ont des questions, peuvent toujours nous envoyer un message sur notre adresse courriel, comité citoyen santé @gmail.com. Il y a aussi les municipalités. On a eu une bonne collaboration des municipalités. Ils vont avoir des copies papier, le sondage en français et le sondage en anglais. Les gens peuvent aller se chercher une copie papier et ensuite de ça, le poster. L'adresse est sur le sondage à la fin du sondage, le poster ici à la MRC et nous irons chercher les sondages recueillis pour ensuite être capable d'en faire la compilation. Il y a aussi les journaux locaux. Dans plusieurs petites localités, il y a des journaux locaux qui vont faire paraître là, dans leur prochaine édition les différentes façons de répondre au sondage. Et lorsque les gens auront de la place, il y a des possibilités qu'ils mettent le sondage au complet sur le journal local. Donc, je pense que de cette façon, ça va être accessible à tout le monde. Il y a aussi, je viens juste d'avoir des réponses, il y a certains organismes communautaires qui vont avoir des copies papier aussi du sondage. Si jamais les gens ne se sentent pas confortables avec l'Internet ou n'ont pas accès à Internet, peu importe, ils vont être capables de le faire de cette façon-là. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui répondent au sondage pour nous aider à comprendre vraiment les problématiques ou en tout cas les soins de santé que les gens aimeraient recevoir sur leur territoire, dans leur localité ou en tout cas aux différents points de service au Témiscamingue. Bien, c'est parce que si on est tout seul à se plaindre de quelque chose, il y a des bonnes chances qu'il n'arrivera pas grand-chose. Mais si on se met ensemble, qu'on est capable de dresser un portrait de la situation chez nous au niveau des soins de santé, de services sociaux, si on est capable de dire, bien, collectivement, là, c'est ça qu'on vit. Puis les besoins qu'on a, c'est ça. Bien, on est bien plus fort en gang que tout seul.
L'installation de bornes de recharge pour voitures électriques va bon train en Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, une nouvelle borne a fait son apparition en février. Elle est située à la MRCT. La région compte donc 9 bornes de recharge électrique. Le Conseil régional en environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, le CREAT, compte lancer un circuit touristique électrique à l'été 2021. Voici quelques détails avec Frédéric Charon, responsable du projet, et Alexandre Binette, propriétaire d'une voiture électrique. Le projet là, du CREAT il a commencé en 2019. C'est un projet de déploiement de bornes de recharge électrique à travers toute la région. Donc, on parle de 11 bornes de 240 volts là, qui sont installées jusqu'à maintenant. Puis, il y en a 4 autres bornes là, qui vont être installées dès la fonte des neiges. Il faut comprendre aussi qu'il y a 2 types de bornes de recharge. Hein. Une borne qui est standard ou lente. Ça, c'est les bornes, là, les petites bornes qu'on voit, par exemple, à l'Hôtel de Ville, à Ville-Marie, à Témiscamingue, Notre-Dame-du-Nord, justement, près de TV-Témis ou à la Tulipe, ou même la nouvelle qui a été installée là, à la MRC de Témiscamingue. Ces bornes-là, c'est des bornes de recharge. On peut le voir en termes de nombre de kilomètres à l'heure, à la vitesse à laquelle on recharge sa voiture. Là. Donc, c'est peut-être environ 45 kilomètres à l'heure à laquelle on recharge notre voiture quand on est branché là. Donc, il faut quand même être là pendant plusieurs heures sur ces bornes-là. Maintenant, il y a d'autres types de bornes de recharge là, qu'on va chercher à utiliser, comme celles qu'on voit, mettons, dans les stationnements de la Caisse Desjardins, soit à Ville-Marie ou soit à Témiscamingue. Ça, c'est des bornes de recharge qu'on dit rapides. C'est des bornes de recharge à 50 kW, donc on peut recharger quand même beaucoup plus rapidement sa voiture avec ces bornes-là. C'est un projet d'envergure là, qui a vu le jour avec Hydro-Québec, qui est un de nos grands partenaires, puis qui a été subventionné là, avec plus de 110 000 là, par le FAR, qui est le Fonds d'aide et de relance régional. Donc, c'est ça, c'est vraiment un projet pour améliorer la sécurité des électromobilistes. Qu'est-ce qui m'a motivé, là, en fait, d'acheter une voiture électrique là, au Témiscamingue? C'est vraiment, je dirais, les économies qu'on fait avec une voiture électrique au niveau du kilométrage. Dans notre cas, là, on remplace environ là, 500 à 600 $ d'essence par mois pour environ 125 à 150 $ d'électricité. Évidemment aussi, il y a l'aspect là, gaz à effet de serre là, qui était important dans notre décision. Puis c'est sûr que c'est un petit peu novateur. Là, j'ai eu la première voiture électrique à Moffett, là, mais c'est quand même drôle. Là, ils sont venus la livrer ici là, sur un towing. Là, ils ont débarqué ça dans ma cour à Moffett. Là. C'était vraiment très, très spécial, là, mais c'est vraiment le fun à conduire une voiture électrique. Il n'y a pas vraiment de différence là, par rapport à une voiture à essence. La seule chose qu'on fait, c'est que quand on arrive chez soi, on la branche avant de rentrer chez nous. Puis une fois qu'elle est branchée, le lendemain matin, elle est tout le temps pleine. Donc, puis là, on parle d'autonomie là, de plus de 500 km l'été, ce qui est quand même très, très bien. Là. On fait des allers-retours Rwanda, pas besoin de se recharger. L'hiver aussi, on parle environ, là, mettons qu'il ferait moins 30, là, puis on a besoin de se chauffer, là, on parle d'environ d'autonomie de 325 km, donc ce qui est quand même vraiment très, très bien. Là. Justement, notre projet, là, c'est d'installer une quinzaine de bornes de recharge électrique là, en région. Fait que plus qu'il y a de bornes électriques, là, plus que ça améliore, si tu veux, la transition là, vers l'achat de véhicules électriques, mais aussi vers la transition énergétique électrique là, au Québec en général. Ce qui est important au niveau du réseau, du circuit de bornes de recharge électrique, c'est que ce circuit-là grossisse de plus en plus. Il faut comprendre aussi que les bornes de recharge, là, comme je le disais tantôt, moi, je ne me charge jamais sur une borne au Témiscamingue parce que quand je pars de chez moi, je suis plein. Donc, je peux faire ma journée typique là, qui va peut-être prendre 120, 140 km et revenir chez moi sans avoir besoin de me charger, ce qui est le cas pour à peu près tous les propriétaires de voitures électriques témiscamiens. Où est-ce que moi, j'utilise des bornes? C'est quand je vais aller, mettons, à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, ou si je veux aller à Montréal. C'est là qu'on utilise des bornes. Donc, nous, il faut voir les bornes. Oui, on peut en avoir besoin aussi, les Témiscamiens, mais c'est beaucoup pour être accessible pour les électromobilistes, en fait. Là. C'est les propriétaires de voitures électriques qui veulent venir au Témiscamingue. C'est la première chose qu'on regarde. T'sais, moi, si je veux aller dans une région quelque part, je me dis, bon, c'est quoi, ça ressemble à quoi le circuit de bornes de recharge dans cette région-là? S'il n'y en a pas,
ben j'irai pas. S'il y en a un, ben je vais y aller. Fait que c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut voir là, l'importance de se développer un bon réseau de bornes de recharge. Tu sais, pour le Témiscamingue, là, justement, on se l'avait fait demander de janvier 2019 à juillet 2019. À La Tulipe, il y avait 6 recharges. À Ville-Marie, 102 recharges. À Notre-Dame-du-Nord, 63 recharges. Puis au Témiscamingue, 46 recharges. Quand on pense qu'on recharge notre véhicule, là, on recharge notre véhicule majoritairement la nuit. Comme ça, dans le fond, on n'a pas trop à faire d'arrêt pendant le jour. Fait que je pense que qu'est-ce qui serait bien, là, c'est vraiment que tous les hôtels, gîtes, établissements se procurent une borne. Ça pourrait vraiment faciliter tout l'aspect touristique. Là. Fait que tous les touristes qui viennent de l'extérieur, quand ils vont à l'hôtel, peuvent recharger leur véhicule, puis dans le jour, être libres pour visiter les attraits qu'ils veulent. Je pense que c'est vraiment une tendance là, qui est là pour rester. Là, puis on va sûrement connaître là, un changement majeur là, du parc automobile là, dans les prochaines années. Puis il faut se dire aussi qu'au Témiscamingue, comme je le disais, même si on peut penser qu'il y a des limitations avec une voiture électrique, il n'y en a pas vraiment. On est vraiment dans un territoire là, où est-ce que c'est vraiment très facilitant d'avoir une voiture électrique parce que les économies sont là parce qu'on fait souvent beaucoup de routes. Puis plus qu'on fait de routes, bien, plus c'est payant. Donc, tu sais, en même temps, ce n'est pas uniquement l'aspect écologique. Là-dessus, c'est vraiment l'aspect économie monétaire et aussi le fun de conduire ces voitures-là. Là. Si vous n'en avez pas essayé, là, trouvez-vous une façon d'en essayer une. C'est vraiment le fun. L'artiste abitibien Christian Leduc nous propose une exposition de photographie intitulée Chaude Boucane et présentée à la Galerie du Rift de Ville-Marie. Avec son travail, M. Leduc avait le désir de rencontrer le temps. Il indique qu'il faut prendre conscience de la chance que nous avons d'être présents. Je m'appelle Christian Leduc, je suis artiste photographe, j'habite Rouyn-Noranda. J'ai fait une technique en photographie. J'ai hésité, j'ai voulu faire le bac à un moment donné, mais mes parents ils ont dit si tu fais le bac, c'est à tes frais. Des fois, ça met un frein. Fait que j'ai développé une pratique artistique à côté d'une pratique qui est professionnelle en photographie. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours admiré la peinture, j'aurais aimé ça, faire de la peinture dans la vie. Je pense que aussi ma démarche, puis ce que je prends en photo, tente de se rapprocher de la peinture. C'est quelque chose qui est souvent très, très pictural. J'essaie aussi dans d'autres œuvres de me rapprocher de l'abstrait aussi ou du surréalisme parce que je suis pas capable de dessiner un bonhomme à lunettes. Ma démarche, en fait, est beaucoup axée sur la fragilité. Je me rends compte, en fait, que dans la vie, tout est fragile. Il n'y a pas grand-chose qui tient. Ou ça tient sur pas grand-chose, plutôt. Fait que je suis vraiment sensible à tout ce qui est fragile, tout ce qui a une vie, tout ce qui passe date, tout ce qui se brise, tout ce qui peut devenir obsolète. Ouais, fait que c'est le principal de ma démarche. L'exposition Chaude Boucane, c'est venu d'un besoin que j'avais de me retrouver tout seul avec mes pensées, loin de la cacophonie de la vie quotidienne, puis tout ça. On se rend compte que quand on est dans la nature, puis qu'on est vraiment tout seul, ben, il y a vraiment comme un temps pour respirer, pour vivre un peu plus, pour penser. Tu te rapproches vraiment plus de ce que tu penses, de qui tu es. J'ai décidé d'essayer de faire des trucs avec de la boucane pour voir qu'est-ce que ça faisait, tout ça, puis un peu aussi rendre un petit côté magique à quelque chose, ben, dans le fond, ça n'a pas souvent besoin de magie dans la nature parce que c'est beau comme ça, mais quelque chose une couche de plus pour rendre ça un peu plus poétique peut-être. Puis peut-être faire justement un écran de fumée à la motivation première qui est de me retrouver tout seul dans le bois. L'impression sur aluminium, il n'y a pas de blanc qui est imprimé, c'est l'aluminium qu'on voit directement. Donc, avec la lumière, ça fait des jeux. Ça devient, des fois, on pourrait quasiment penser que c'est un 3D quand on se promène d'un bord à l'autre. Le paysage a l'air à bouger. Je pense que c'est une vertu qui est pas pire dans ce genre de contexte-là. Chaude Boucane, c'est réalisé tout simplement avec des bombes fumigènes.
Ça ressemble à des bâtons de dynamite là, qu'on voit dans les dessins animés. Puis là, tu allumes ça, puis ça fait de la boucane pendant entre 45 secondes puis 1 minute. Donc, comment je fonctionne, en fait, c'est que je trouve un endroit que je trouve génial, que je suis bien, que je m'installe, je fais mon cadre, je regarde le vent, j'allume ma bombe, puis je fais des photos. Mais souvent, c'est ça. Souvent, ce qui arrive, c'est que le vent change de bord aussitôt que tu allumes la bombe, puis là, tu dois courir après la boucane, la lumière, tout en essayant de garder un beau cadrage. C'est une intervention, en fait, extérieure à la photo, parce que la photo, tu sais, tout le monde peut en faire, tu sais. Puis la photographie, c'est de rendre compte du réel, de photographier ce qui est là. Mais en rajoutant un élément, ben, j'ai l'impression d'intervenir et de faire quelque chose qui est plus unique. Le groupe Cléophos, composé entre autres par les Témiscamiens Joé Poitras et Joseph Grenier, est en nomination pour le prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue. Un bel honneur pour les musiciens dont la carrière semble des plus prometteuses. Nous avons rencontré le guitariste et chanteur du groupe pour en discuter. Ouais, c'est vraiment cool, en fait. Là, c'est vraiment une belle reconnaissance de nos pères. C'est vraiment trippant. En fait, ça nous a pris un peu de cours. On n'était pas au courant de rien. Puis maintenant, on a reçu un email en nous disant qu'on était nominé pour le prix public. Ouais, ça s'est fait tout seul. Là. On ne s'attendait pas à ça. Fait que Cléophos, c'est un groupe de rock. Là. À la base, c'est un groupe de rock psychédélique tournant post-rock. Ça, c'est des grosses ambiances, surtout. Là. C'est beaucoup cinématographique, à mon avis. Là. C'est quasiment plus instrumental que... on n'a pas beaucoup de chansons à paroles. C'est vraiment des grosses ambiances. Caroline Rondeau, qui est au violoncelle, synthétiseur, ambiance. Joseph Grenier, qui est au drum percussion, puis François Lefebvre, qui est à la basse. On a commencé à jouer de la musique, là, on était moi, Joseph, puis Alex Sabourin, on était dans la chute chez ma mère, puis on voulait faire du stoner rock. Puis je te dirais que ça a commencé de même, là, on a commencé à triper, sortir des sons, essayer des pédales, des amplis, puis on voulait vraiment se mettre dans une autre époque. Fil en aiguille, on a rajouté des membres dans le groupe, puis ça a viré en chaos de son. Ouais, on a enregistré un album un an quasiment jour pour jour. Dans le fond, là, on l'a en poche, on a un contrat de disque, c'est un peu un scoop que je te fais là, avec une maison de disques d'Allemagne. On va sortir des vinyles, 500 vinyles, couleurs, toute la patente. Là. Puis, mais dans le fond, ça serait censé sortir en 2021. Là, on prend notre temps quand même pour faire les trucs, pour peaufiner le truc. Là, on a toujours été un peu, on sort de l'ordinaire un peu dans nos costumes puis tout quand on est sur scène, mais là, essayer de faire un lancement en pleine pandémie comme ça, faut essayer de faire ça un peu à notre image. Là, puis, un album qui s'en vient en 2021, puis c'est du lourd, là, c'est 8 tunes, un album de 45 minutes. Ben, votez pour nous. Je pense que c'est une belle opportunité pour nous autres. Avec l'album qui s'en vient, puis tout, je pense qu'on mérite. Là,